bien, on va commencer. Parce qu'on a quand même un timing qui est assez serré, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Il y a quelques petites conférences, donc on va commencer. Bon, je voudrais d'abord remercier la mairie du Boulot avec M. Combe, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver tout à l'heure, avec ses élus, ses collaborateurs, qui nous ont aidés, énormément aidés, à monter toutes ces journées, ces rencontres, qui durent jusqu'au 18 juin. J'en profite pour vous signaler que vous avez deux expositions, une à la Maison de l'Histoire et une à la médiathèque. Ce sont des expositions magnifiques jusqu'au 18 juin. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller voir ces deux expositions que nous avons inaugurées la semaine dernière. Bon, quel plaisir de vous revoir. Hein. Je vous rappelle que pour ceux qui étaient déjà là, nous étions ici au mois de novembre 2019. Ça fait déjà 2 ans et demi. Hein. Et le Covid est passé par là, malheureusement. Et bon, ça a fermé pas mal de portes du confinement. Mais quel plaisir de vous revoir aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier des camarades qui sont venus de Barcelone. Et même, il y en a un qui m'a dit qu'il était de Madrid. Je ne sais plus où c'est qu'il est. De Barcelone, de Figueres, de Gérone, de Toulouse et de toute la région, les départements limitrophes de Toulouse. Celui qui était habillé en guerrière ce matin, là, il venait de Madrid. Il n'est pas là, je le vois. Comment? Agen, oui, ben, les départements limitrophes de Toulouse. Voilà. Bon, autrement, je viens d'oublier quelques-uns. Bon, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, donc, bienvenidos a todos, benvingut a tothom et bienvenue à tous. Bon, j'essaye de faire les 3 langues, alors je dis pas mal en français, alors, bon. Donc, bienvenue à tous, dans toutes les langues. N'oublions jamais que si nous sommes là, c'est pour rendre hommage à nos parents, nos grands-parents, qui après 3 ans de guerre, sont rentrés en résistance dans les maquis en France contre le nazisme. Ne l'oublions pas. Je voudrais juste dire 2 mots sur mon papa, si j'arrive. Je ne vais pas. Et donc, je voudrais dire un mot sur mon beau-père qui, lui, mon beau-père, après 3 ans de guerre, le camp d'Argelès, l'exil, camp d'Argelès, la Deuxième Guerre mondiale qui se déclare. Pour sortir du camp d'Argelès, on cherche des volontaires, ils lèvent la main. Enrôlés dans l'armée française. Après 6 mois sur le front, 4 ans et demi prisonnier, Buchenwald, Mauthausen. Ça, c'est mon beau-père. Manuel Benavente, qui est là, son père, c'est notre porte-drapeau, hein. Son père, lui, était à Valmagna, quand les Allemands ont brûlé le village de Valmagna. Il était dans les maquis de Valmagna. Et mon père, lui, était au Masfortu. Il était ce qu'on appelle agent de liaison, c'est-à-dire qu'au Masfortu, il cachait dans le mas des munitions, des armes, de la nourriture, et il faisait le relais avec pas loin de la Bastide. En ce moment, je pense à lui. Voilà. Bon, nous allons commencer un tout petit peu les conférences, mais avant de commencer, normalement, je devrais faire monter tout à l'heure Henri Farini et José Jorge, mais je voudrais d'abord faire monter Raoul Valls, qui n'a pas pu parler ce matin, qui aurait dû nous faire un petit speech ce matin, qui n'était pas là. Raoul, en tête, Zeki, bien. Et qui est président des Amis des Guerrilleros Catalans. Il va vous dire 2 mots sur l'association, sur l'amicale des Guerrilleros Catalans. À toi. Hola, bona tarda, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un privilegio estar hoy aquí, ha sido con mucha ilusión porque aparte nosotros empezamos nuestra historia como recuperando la amical dels antics guerrillers de Cataluña hace ya pues 4 años. Fue a partir de que, bueno, pues
descubrimos y pusimos en valor a un personaje, un chico joven de Olot, que luchó en la resistencia francesa, que fue teniente de las fuerzas francesas del interior en la Riège, y bueno, que siguió luchando cuando ya habían sido expulsados los nazis de Francia, siguió luchando en el Maquis, en España, en Cataluña, y que fue detenido finalmente en Barcelona y ejecutado. Y hoy nos ha hecho mucha ilusión porque a veces pues no es fácil encontrarnos a alguien que tenga que ver con esa historia. Ya muchos han desaparecido. Fue gracias a que encontramos a su hermano que recuperamos muchas de sus, bueno, de detalles de su vida. Pero hoy hemos encontrado al sobrino, y está aquí, Eduard Ochoa, que es sobrino de uno de los compañeros de Francesc Serrat Pujolà, de Sisquet, en el Maquis en Cataluña, Eduard Segrià. Eduard Segrià fue también detenido en Barcelona en el 46, lo condenaron a 30 años, a pena de muerte, fue conmutada la pena, pero finalmente lo ejecutaron en el año 50 por temas relacionados con la guerra civil. Bueno, la verdad es que nosotros empezamos a trabajar y hemos ido reconstruyendo muchas cosas, muchos momentos a partir de la historia de Sisquet, pero ya no solo es la historia de Sisquet, sino de todo el movimiento guerrillero, que tiene mucho que ver, porque todos los guerrilleros que lucharon en Cataluña y luego en gran parte de España habían estado en la resistencia francesa. Y una de las cosas centrales que estamos haciendo y que me gustaría explicaros, es, que creo que sí que es importante y queremos darle varios significados, es la recuperación de los caminos, de las rutas que utilizaban para atravesar desde Francia hasta España. Esto es un trabajo que estamos haciendo muy intensamente y que hemos ya reconstruido dos rutas que venían una desde Prats de Molló hasta Manlleu y otra que iba desde el Sarrallonga a la Manera hasta la zona de Cantonigrós, también en la comarca de Osona. A partir de esta reconstrucción de rutas, que la hemos hecho pues, de las memorias, de los recuerdos de los guerrilleros, aquellos que las escribieron, como fue por ejemplo Josep Gros, y otros como Josep Joubert, pues, bueno, y también de los informes que hacían, lo que estamos haciendo es poner en valor unos caminos que siguen existiendo y que pueden ahora ser caminados en otro sentido, no solo con el paisaje, no solo con el deporte, también con la historia y con el pasado. Y estos caminos nos permiten explicar aquellos momentos históricos, sobre todo a partir de la liberación del sur de Francia en el 44 y hasta 1948, 50 aproximadamente, cuando ya no se pudo aguantar más la situación. Pero bueno, nosotros pensamos que ha habido muchos años de silencio respecto al Maquis en España. Envidiamos mucho lo que aquí hay en Francia, el recuerdo que se tiene de los resistentes, y por eso, y lo hemos hecho, y además lo hemos hecho también trabajando con otros compañeros como los que hoy están aquí, como los de la Gavilla, conectando con la lucha que hubo en la zona interior de España, en la zona del Agla, y que al final era el mismo combate que se producía en diferentes sitios y absolutamente coordinado. Tenemos una película que también nos gustaría un día traer hasta aquí, que es la vida de Francesc Serrat Pujolà, de Sisquet, y es una historia de todo, donde también se explica la historia del movimiento guerrillero. Y teniendo en cuenta pues, que él estuvo luchando varios años aquí en Francia contra el nazismo, pues también nos gustaría mucho traerla. Y una exposición, bueno, y el libro, muchas cosas que hemos hecho y que creo que os gustará en un momento determinado de poder disfrutar. Y sobre todo, algo que hoy creo que es muy importante, y con esto sí que me gustaría relacionarlo con la actualidad. Creo que aquellos luchadores sí tuvieron un elemento muy importante, que es el internacionalismo. Estos días también recordaremos la semana que viene, en Malgrat de Mar, las Brigadas Internacionales. Las Brigadas Internacionales fueron uno de los movimientos más importantes de la historia de la humanidad, seguramente, de los momentos de solidaridad
más impresionantes que tuvieron toda aquella gente de todo el mundo, muchos que venían de Francia, con el pueblo español que luchaba como nadie en aquel momento contra el fascismo, contra la reacción. Y las brigadas internacionales también tienen mucho que ver luego con la lucha de los resistentes en Francia, en Italia y en muchos puntos de Europa. Mantuvieron viva, aquella gente mantuvo viva la dignidad y la conciencia moral europea que el fascismo había arrojado al suelo. Creo que eso es importante. La guerra seguramente, la guerra militar, la ganaron los grandes bombardeos sobre ciudades alemanas, las grandes masas de tropas que venían desde la Unión Soviética, sí, pero mucha gente, de una forma callada, sorda, las resistencias en muchos puntos de Europa fueron los que mantuvieron la dignidad del continente. Y creo que eso hay que ponerlo en valor. No es solo la técnica lo que ganó la guerra, también fueron las personas, y esos fueron los resistentes en Francia, en los Balcanes, en la Unión Soviética, en muchos puntos, en Italia y también en España, hasta que ya no pudimos más. Bueno, yo me gustaría así acabar y retomando con un pequeño poema, si me permitís, de Miguel Hernández. No sé si alguien si conoce este poema. Es un poema que dedicó a los brigadistas internacionales. Se llama El soldado internacional caído en España. Y este poema además tiene una historia muy entrañable, que es triste al mismo tiempo, pero entrañable. En noviembre del 38 hubo un gran acto en Barcelona de despedida de las brigadas internacionales que desfilaron por las calles de la ciudad, más céntricas, por la Diagonal, pues ya sin armas, solo con flores y marchándose. Este poema, la aviación republicana lo lanzaba desde los aviones, lanzaban este poema sobre los ciudadanos. Bueno, es todo un símbolo, ¿no? Nuestra república bombardeaba, si se puede llamar así, con poemas, mientras Barcelona recibía cada día o casi cada día en aquellos momentos de 1938 bombardeos de los aviones fascistas. Dice así el poema, dice: si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras y flamaste henchido contra sus atropellos. Con un sabor a todos los soles y los mares, España te recoge, porque en ella realices tu majestad de árbol que abarca un continente. A través de tus huesos irán los olivares, desplegando en la tierra sus más férreas raíces, abrazando a los hombres, universal, fielmente. Miguel Hernández, 1937. Muchas gracias. Visca la República. Visca. Bien, on va continuer. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet européen transpyrénéen, sur lequel il vous en a parlé un peu. On continue tous à travailler. C'est un projet qui va aller jusqu'en 2023 et même 2024. Alors, je vais appeler sur scène les deux présidents de nos amicales des anciens guerrieros français FFI, le président national, M. Henri Farini. Henri. Alors, Henri Farini, qui est docteur ingénieur, docteur d'État, professeur des universités, à la retraite, je vous rassure, et puis surtout aujourd'hui notre président des anciens guerrieros espagnols en France FFI, national, dont le siège est à Toulouse, et puis qui est auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez d'ailleurs retrouver derrière vous. Voilà, à toi Henri. Très bien. Alors tu me donnes la commande là, pour le... Oui, voilà.
La télécommande. Merci. Bonjour à tous à nouveau, enfin ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je vais vous présenter donc dans une quinzaine de diapositives qu'est-ce que c'est que l'amicale des guerrilleros, à quoi ça sert. Alors comme ce n'est pas mon instrument celui-ci, je vais m'adapter. Voilà, qu'est-ce que l'amicale des anciens guerrilleros espagnols en France, force française de l'intérieur. Cette combinaison-là, donc, entre la Niña Bonita et une Marianne française, je ne me souviens pas, je peux m'équivoquer, comme on dit, équivoquer, mais je pense que c'est peut-être un tableau de Delacroix, dont mon frère avait tiré cette image, représente bien donc, notre activité d'amicale des anciens guerriers. Bien entendu, nous sommes la seconde génération. Il nous reste quelques vétérans, mais muy pocos vétérans, quelques-uns néanmoins. Donc, qu'est-ce que c'est que cette amicale? À quoi ça sert? Je vais parler, donc, puisque dans le logo que j'ai montré, ou dans le drapeau, il y a donc, la représentation donc, du monument stylisé d'un style très ancien, c'est de 1982, le monument de Prayols, ce monument national, déclaré comme tel officiellement. Ce monument dont voici la silhouette. Donc il a vieilli. Peut-être qu'aujourd'hui, un monument, on ne ferait pas le même style. C'est comme ça. Mais bon, nous y sommes très attachés. Ça, c'est une image de manifestation l'an dernier. Certains se reconnaîtront, n'est-ce pas? Donc ici, sur cette image à Prayols. Et donc, pourquoi il y a un monument national reconnu comme tel par les autorités, fléché comme tel par les services de l'État, donc à cet endroit, c'est parce que le 19 août 1944, au terme de beaucoup d'autres épisodes, en Ariège et ailleurs, notamment en Ariège avec Sisquette, dont a parlé Raoul Weiss, en Ariège et ailleurs, les guerriers participent à la libération effective des différents territoires, comme on dit aujourd'hui. On dit souvent le mot territoire. Donc les territoires ariégeois, et notamment la préfecture de Foix, c'est essentiellement, à part un carteron, si je puis dire ça sans aucun mépris, de Français, parmi lesquels le futur général Bijard, qui était lieutenant. Donc un carteron de Français participe, mais essentiellement 150 guerriers espagnols attaquent à 17h la garnison allemande de Foix, et à 21h, l'affaire est pliée. Quand arrivent les premiers Français des FTP français, avec un retard dû à des incidents, c'est libéré. Donc la libération de Foix sont los Espagnols. Et bien sûr, on n'en revendique pas 3 ni 2 préfectures, mais celle-là, on la revendique. Foix. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on a quelques problèmes à faire reconnaître, respecter cette histoire. Donc le 19 août, c'est la force essentielle de la libération de Foix, des guerriers, et le lendemain, il y a une nouvelle bataille à laquelle participent davantage de Français, notamment des francs-tireurs partisans français au sens propre, qui viennent également à la rescousse, mais c'est essentiellement les Espagnols. D'ailleurs, tel ou tel mort ou tel décès, c'est uniquement des Espagnols. Certes, ils évitaient moins les balles que les autres, mais c'est surtout qu'ils étaient bien devant, et nombreux. Donc, à cause de ces événements, parmi les lieux de bataille des Espagnols qui pouvaient être revendiqués, il y en avait d'autres. Il y avait par exemple dans le Gard la bataille de la Madeleine, à laquelle donc, les guerriers qui étaient sous le commandement de Cristino Garcia, qui lui-même n'y était pas, contrairement à ce qu'on trouve dans quelques livres, mais Cristino Garcia, le fameux Cristino Garcia, fusillé à Madrid en 1946, donc il était le chef des guerriers qui avaient combattu à la Madeleine, avait arrêté également une grande colonne allemande. Donc on aurait pu choisir d'autres lieux, mais c'est Prayols qui fut choisi, donc symboliquement, et c'est là que chaque année, depuis 1982, ça fait 40 ans, 40e anniversaire du monument, érigé sur souscription populaire, donc il y a eu un copec, comme on dit, una peseta si vous préférez, versé par les autorités, ce monument, donc 40e anniversaire, et chaque année, nous tenons avec, bien sûr, disparition des plus vieux, et puis, bon, peu à peu, les plus vieux sont remplacés par leurs enfants, qui vieillissent rapidement aussi. Nous y sommes chaque année. Alors, dans quel sens ça marche? C'est ici, il faut que je m'accoutume. Non, c'est à l'envers. Alors, c'est ici, pardon. Comme je vous disais, je ne connais pas cette commande. Voilà, alors, suite à la femme
la notoriété, la célébrité des guerrilleros dans l'action, que je vais résumer très vite, depuis la lutte armée effective, début 42, la lutte armée préparée, les réunions préparatoires, fin 41, en zone sud. En zone nord, l'action armée des guerrilleros commence en août 41. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc ici, c'est une image bien connue des guerrilleros espagnols défilant le 17 septembre 1944 devant le monument aux morts de Toulouse. Ceux qui connaissent Toulouse le reconnaissent. Et c'est le matin de bonne heure, il y a le général de Gaulle. Et c'est à cette occasion que le général de Gaulle, décidément je me plante, voilà, a prononcé ces mots fameux, qui sont attestés par différents documents, même ce qu'il nous a dit, ça n'est pas dans les mémoires du général de Gaulle. Oui, certes, c'est pas dans les mémoires du général de Gaulle, mais c'est dans les journaux de l'époque. Hein, c'est aussi important. Donc, il a dit, guerriero espagnol, je salue en toi tes vaillants compatriotes pour votre courage par le sang versé, pour la liberté, pour la France, par tes souffrances, tu es un héros espagnol et français. Paroles glorieuses que de temps en temps nous rappelons à tous ceux qui se réclament du gaullisme, certains avec sincérité, d'autres avec quelques malices, pour essayer que, voilà, ils honorent ce qu'a dit le général de Gaulle. Je ne rentre pas dans les détails, décidément, voilà, ici, de comment, dans quelles circonstances il a dit ça, à quel endroit, parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que 1944, 6 ans après, je le redirai, les FFI espagnols qui défilent ici avaient des casques allemands pris en Ariège, à la bataille de Castelnau-d'Urban. 6 ans après, ils sont dans l'illégalité, on les poursuit, on les arrête arbitrairement et administrativement, on les expulse, on les déporte, selon les dictionnaires ça s'appelle une déportation, mais ça gêne qu'on emploie ce mot, vers la Corse, l'Algérie et les frontières de l'Est. Bon, je ne détaille pas. Et donc, cette action de 1950 fait que ce n'est que bien plus tard que les guerrilleros qui auront survécu, qui seront restés en France, qui auront encore la capacité et l'envie de travailler, de militer, vont arriver à faire reconnaître un certain nombre de pages de leur histoire. Et donc ici, en 1994, comme vous allez le voir apparaître maintenant, 1982, c'est l'inauguration du monument. Décidément, je suis maladroit avec ce truc. Pardon, mais parce que voilà, je ne fréquente pas beaucoup. Voilà, en 1994, le monument qui a été inauguré 12 ans avant, Mitterrand a été élu en 1981. Mais il n'est pas venu en 1982 quand le monument a été inauguré. Il n'est pas venu parce qu'il était un des signataires des arrêtés Bolero-Paprika. C'est l'histoire. En 1994, il est venu avec Felipe González. Et c'est un moment évidemment extrêmement glorieux. Mais depuis l'époque, aucun responsable gouvernemental espagnol n'est jamais venu devant le monument. Mais comme je le rappellerai en concluant, ça va se passer ce 4 juin. Ce 4 juin 2022, pour les 40 ans du monument et pour les 80 ans des brigades de guerrilleros de toute la zone sud, il y aura le ministre secrétaire d'État des Memorias Democráticas, Fernando Martínez. Donc c'est un grand progrès dont nous nous félicitons tous ensemble, sachant que ça vient après que le même progrès a été accompli à Santa Cruz de Moya au mois d'octobre dernier, avec nos camarades de la Gavia Verde, José Gorges, avec ceux qui voyageaient avec Chantal ici. Nous avons assisté à cette venue importante de El Estado espagnol, avec un discours qui était à la hauteur du site, de l'événement et tout ça. Donc, c'est une bataille donc, de conviction que d'arriver à ce que le gouvernement de hoy, progressiste, des coalitions, etc., vienne. Je le signale avec beaucoup de force. C'est à ça que sert l'amicale. Je réponds un petit peu à quoi sert l'amicale. Alors, essayons de ne pas nous tromper. L'image d'en bas, c'est quand on a fait venir le président du Sénat français. Ça, c'était un acte remarquable également. Le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel. Certes, c'était un ariégeois, mais il a fallu un an pour arriver à le convaincre que quand il revenait en Ariège, etc., le week-end, qu'il vienne au monument, on y est parvenu. Bon, c'est quand même, bon, évidemment, représentatif que les autorités françaises et espagnoles ne viennent guère plus. Alors, pour souligner quand même la reconnaissance des Espagnols, vous le savez, il y a beaucoup de départements de France, je dirais des dizaines et des dizaines, où il y a des stèles de différents formats, de différentes importances, qui rappellent que du sang espagnol a été versé ici ou là. Alors, j'en montre deux, juste à Castelnau-sur-le-Vignon, petit village du Gers,
il y a un immense monument. Cette ville a été classée, je crois, croix de guerre. C'est une des villes croix de guerre de France. Mais la bataille, qui c'est qui l'a menée, essentiellement? Los Espagnoles. Parce que sur le monument aux morts, il y a 15 Espagnols guerrilleros, marqués comme tels, vous le voyez un peu en bas, 15 guerrilleros espagnols de la 35e brigade du Gers, qui n'a toujours pas été reconnue unité combattante, 15. Et il y a 4 ou 5 balles perdues qui ont touché des civils français. D'accord? Ça, c'est dans le Gers. Et chaque année, le 21 juin, il y a une manifestation là-bas avec 200 ou 300 personnes. L'autre image que je montre, à quoi ça sert l'amicale, c'est cimetière de Buziet, la Pyrénées-Atlantique. Donc, il y a là une sépulture, vous ne pouvez pas lire le texte si on n'a pas le temps, mais Guerrilleros Españoles, Brazo Armado de Unión Nacional. Un monument très politique, très historique, où il y a le nom de 14 guérilleros qui ont été tués à l'été 1944, là, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est pour donner une idée de ce que nous avons à charge, ce patrimoine de stèles qu'il faut maintenir, embellir, compléter. Ici, je montre une carte qui est connue, qui figure dans le bouquin qui a été écrit par Miguel Ángel Sanz en 1973 à Cuba, en 1981 édité à Madrid, entre-temps Franco était mort, et qui a été ensuite repris par notre amicale en 2002, il y a 2 éditions, Guerrilleros en terre de France, version française. Bon, beaucoup d'entre vous peuvent l'avoir, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est devenu un truc très cher sur Internet. Bon, et donc dans ces bouquins-là, il y a cette carte qui est un ordre de bataille de los guerrilleros à la fin juillet, début août 1944. Et dans cet ordre de bataille apparaissent bien les 31 brigades de la zone sud. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait aussi des contingents espagnols dans l'ancienne zone occupée, zone nord. Donc ça montre l'importance géopolitico-militaire des guerrilleros à la libération. Décidément. Alors ici, il y a un texte que j'ai laissé en espagnol, donc qui est signé par un grand brigadiste, puisque Raoul a souligné le rôle des brigadistes. Ce brigadiste-là, c'est le colonel Henri Roltangui, qui a été le chef des forces françaises de l'intérieur de l'Île-de-France. Et donc, peut-être que je gêne d'ailleurs ici depuis un moment là, dans ce texte, bon, il souligne avec l'autorité du chef des FFI de l'Île-de-France qu'il était, et avec beaucoup d'insistance, une insistance qui, même la famille du colonel Henri Roltangui, que nous fréquentons de temps en temps, mais je ne rentre pas dans les détails, ils ignorent les écrits du papa. Hein. Donc ils avaient les yeux qui sortaient un peu des orbites, et quand on leur a dit, mais votre papa, vous voyez comment il parlait d'espagnol. Donc tout ça se perd. Ils parlent d'espagnol en disant que dans 50 départements de France, de Rennes jusqu'à Marseille, en passant par, etc., il encense le rôle des Espagnols, qui pourtant n'étaient pas si nombreux que ça, parce que je vous rappelle qu'après la retirade, les 2 tiers des gens ont été rapatriés de gré ou de force en Espagne, c'est une autre histoire, et qu'il ne restait que 150 000 Espagnols de la retirade quand il a fallu engager la lutte armée. Et parmi eux, des femmes, des enfants, etc. Donc, voilà, donc ça c'est pour résumer toujours à quoi sert notre association. Elle sert à parler de figures, je ne vais pas les passer en revue, mais en voilà 4, juste des figures de grands résistants espagnols. Très franchement, j'ai du mal à vous citer des résistants français qui en ont fait autant qu'un quelconque de ces 4. J'ai du mal, et pourtant je ne suis pas chauvin, mais je ne crois pas l'être. Donc, Conrad Miret i Musté, catalan de Barcelone, n'est-ce pas, que l'amicale d'ex-guerrière, il y a quelques années, a honoré sur le site même où il habitait quand il était jeune. Conrad Miret i Musté, il était le chef des premiers groupes armés étrangers de la main-d'œuvre immigrée qui luttent contre les Allemands à Paris en août 1941. Et dès le 27 février, accusé d'une quarantaine d'attentats, on a les documents, et dans des livres qui sont disponibles ici, on a publié quelques éléments, mais on en a beaucoup plus que ça. Donc il est le 27 février, après 15 jours d'interrogatoire, il est mort dans des conditions suspectes, on suppose que c'est le mauvais traitement, bien entendu, la torture, mais il n'y a pas de sténo pour le dire, il est mort à la prison de la Santé. Bon, un certain nombre de présents ici, y compris nos amis catalans, ont vu la plaque qui est à la prison de la Santé. Celui qui est en bas à gauche, donc José Baron, lui, à l'autre extrémité de la période, il est mort, le pétard à la main, le pistolet à la main, le 19 août 1944, boulevard Saint-Germain, probablement, d'après les éléments dont on dispose, en attaquant un camion de soldats allemands. Et il était le chef de tous les guerriers de l'ancienne zone occupée, c'est-à-dire depuis Bayonne, Bordeaux,
au-dessus de la Loire, c'était le chef général. Il avait 26 ans. C'est une figure qui mérite un film de héros de la résistance franco-espagnole, un héros des deux côtés de la frontière, comme a dit le général de Gaulle, mais personne n'a encore fait ce film. Alors, bon entendeur, salut. Après, bon, Jesus Rios, ça c'est le commandant, c'est un ancien du 14 Cuerpo de Guerrilleros en Espagne. Il était, si je me rappelle bien, andalou. Ça me coûte de le dire, José, mais je le dis. Il était andalou, et donc, quand ils ont organisé les premiers groupes armés, ils l'ont fait à partir de gens qui avaient déjà la compétence d'attaquer les lignes ennemies, etc. Donc lui, il était basé d'abord dans l'Aude, mais il faisait des allées-venues dans l'Aude, l'Ariège, et il a été, donc, à partir de la fin 41, en réunion confidentielle, et début 42, de façon effective, commandant en chef des guerrilleros, le 14 Cuerpo de Guerrilleros en Francia. Il est mort le 27 mai 1944 lors d'un assaut de la milice dans sa maison d'Ariège, où de temps en temps on fait des cérémonies, on a mis des plaques, etc. On n'a pas le temps. C'est celui que le maire de Foix d'aujourd'hui ne veut pas entendre parler. Il ne veut surtout pas qu'on lui rappelle les exploits de Jesus Rios. Et en bas à droite, un autre qui est donc exécré par le maire de Foix d'aujourd'hui, ville libérée par les Espagnols, j'ai commencé par là, c'est Pascual Jimeno Rufino. Lui, si je me rappelle bien, c'est un madrilène. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Je crois que c'est un madrilène. Et donc, Pascual Jimeno Rufino, il a été le chef de la brigade des guerrilleros de l'Ariège à partir de la mi-juin 1944. Ils l'ont fait venir des Bouches-du-Rhône, où il avait donc... Et donc, il a été l'organisateur et le chef de la brigade jusqu'à la libération. Et après, en octobre, il est parti en Espagne. On ne te parle des détails. Et il a été assassiné en juillet 1945 à côté de Valencia. Alors, des héros comme ça, il y a de quoi faire long, mais puisqu'il faut faire très court, je vais juste dire que l'amicale des guerrilleros s'occupe de reconstituer des itinéraires, de les présenter de manière synthétique, mais fidèle si possible, dans le bulletin trimestriel, qui a une facture assez modeste, mais qui est quand même sur le contenu travaillé là, par notre collectif d'auteurs et de militants. Et donc, mais évidemment, au-delà de la recherche et du travail sur les gens, tels que ceux-là, et d'autres qui sont moins importants dans l'ordre de leurs exploits, nous participons évidemment, nous organisons différentes sortes d'actes. Ici, par exemple, j'ai listé le colloque de 2004 à Toulouse-le-Mirail, sous la présidence du président de l'université. C'est là qu'on a connu Ramon Sanferroter, tu t'en souviens. Donc en bas, il y a les rencontres mémorielles républicaines au Boulou en 2019, dans cette même salle, merci à la section du 66, ici. Et entre-temps, vous voyez, j'ai noté qu'en 2006, 75e anniversaire de la République espagnole, place du Capitole. Voici une image affiche de propagande, comme on dit, sans complexe, propagande, pourquoi pas, plutôt que communication. Et puis ici, donc, une image de la... Les posters que vous avez de part et d'autre, vous voyez, ils datent, ce sont les posters que nous a payés la mairie de droite de Toulouse pour organiser l'acte de place du Capitole. Comme quoi, nous sommes évidemment une association subversive qui peut être financée par Moscou, non, pas Moscou, ça n'existe plus, mais enfin, bref, on est très subversif, mais on arrive quand même, vous voyez, dans certains cas, à travailler avec des gens qui sont d'autres parties de l'arc républicain au sens français du terme, puisqu'en espagnol, ça n'a pas beaucoup de largeur, l'arc républicain. Bon, en français, l'arc républicain, le maire de droite de Toulouse, Jean-Luc Boudin, nous a prêté le Capitole, nous a financé une grande partie, 2000 personnes, et il nous a payé ces magnifiques posters qui ont 16 ans d'existence, d'accord, et qui ont servi de moult fois. Alors, ça fait partie de notre patrimoine que de faire des choses comme ça et de garder. Ici, donc, j'ai noté également qu'en 2011, le 80e anniversaire de la République, nous l'avons fêté à Île-sur-Tête. À Île-sur-Tête, donc deux images simplement, également de l'ordre de 2000 participants. Ce sont des souvenirs extraordinaires. La seule peine qui nous vient, c'est qu'un certain nombre des participants ne sont plus parmi nous, et ça nous pince le cœur. Mais bon, on l'a fait, hein, il fallait le faire, on l'a fait. Au premier plan, on voit Narcisse Falguera qui n'est plus là, et on voit aussi Ange Alvarez, commandeur de la Légion d'honneur, qui est toujours vivant. Alors, notre amicale a souvent travaillé pour, au-delà des dossiers de reconnaissance mort pour la France, ce qui est un combat d'être mort pour la France de façon officielle. On a fait installer un certain nombre de plaques dans différents départements.
Donc là, vous voyez une plaque à Toulouse pour Vicente López Tovar, tout à gauche. Bon, je passe pas tout en revue. Celle qui est tout en haut à droite, vous voyez, c'est une plaque qui a été installée en 2012 par l'Amicale, en travail avec le conseil général à l'époque du Lot-et-Garonne, et qui est devant la poudrerie de Sainte-Livrade, Lot-et-Garonne, où on travaillait 5000 Espagnols. Bon, je ne peux pas détailler, mais il y a un magnifique message, je ne vais pas le lire. En ce lieu bucolique, des milliers d'Espagnols ont travaillé à vil prix, etc. Enfin, une espèce de poésie politico-historique qui raconte la tragédie de ces gens qui ont construit la poudrerie sous 40 Pétain, enfin avant Pétain, pardon, et quand Pétain est arrivé, les Allemands, les mêmes, ils ont travaillé 2 ou 3 ans à détruire la poudrerie. Travail intéressant comme ils sont. Bon, alors, donc, on a tout ça, ça fait partie des activités de l'Amicale. Parmi les activités plus récentes, en 2019, à Montréjouot, qui est dans le fond du département de Haute-Garonne, pas très loin de l'Espagne, au fond de cette image, on ne le voit pas bien, mais ça, on l'a publié dans notre bulletin, tout ça, il y a un petit château qui était le quartier général de Guerrilleros, début septembre 1944, quand il s'agissait d'organiser la offensive de los Pirineos. Et donc, avec l'appui des camarades qui étaient sur le terrain, que je remercie, il y en a quelques-uns qui sont présents ici, et avec tout ce qu'on avait accumulé sur les événements historiques, avec l'accord du Châtelain, on a pu installer une plaque pour célébrer qu'ici était l'état-major, etc. Voilà. Dans les images qui sont par côté, on voit confusément le général Luis Fernandez avec un béret avec 2 étoiles de général de brigade FFI, général de brigade, et dessous Juan Blasquez, 2e général de brigade espagnol, et dessous le colonel Vicente López Tovar, dont le fils est quelque part dans la salle, ici, Vicente. Donc tout ça fait partie du patrimoine. Alors, parmi les campagnes d'ampleur, et récemment, nous avons lutté pour obtenir réparation quant au préjudice subi du fait de l'opération Bolero Paprika de 1950, que je ne peux pas présenter. Et donc, à l'Assemblée plénière du Conseil régional d'Occitanie, novembre 2020, je l'ai rappelé ce matin devant les autorités, pour que, dans la continuité de leur présence et de leur soutien, ils nous aident à concrétiser ce vœu. Et ce vœu, donc, pour un geste de justice, de réparation et de gratitude envers les Espagnols résistants FFI, il a été largement voté. Les seuls qui ont carrément voté contre, c'est l'extrême droite, enfin les fachos, et ça nous paraît un gage comme quoi le vœu était bon, quoi. Ce vœu qui a été largement voté, il faut le mettre en œuvre, parce qu'il dit qu'il faut que soit abrogé l'arrêté de 1950, indigne, etc., qui a interdit, pas seulement d'ailleurs l'amicale d'ancien FFI, mais qui a interdit aussi les organisations communistes ou réputées telles. C'est donc septembre-octobre 1950. Il dit aussi, et ça nous importe, je l'ai dit ce matin devant les autorités, pour que les élus nous servent. Les élus doivent nous servir, comme ils l'ont fait ce matin, grâce au travail de conviction que vous faites, Raymond, Augustin, Louis et les autres. Il faut que les élus nous servent à ce que la première brigade de guerriers, c'était son numéro, même si ce n'est pas la première dans le temps, des guerriers des Pyrénées-Orientales, il faut qu'elles soient homologuées unités combattantes. Ils ont homologué le moindre bataillon de troufions qui était en Indochine pour une guerre qui n'était pas forcément sympathique. Et comment ils vont pas, alors qu'il y a des pancartes à Valmagna, à la Bastide, ils n'ont toujours pas homologué la brigade des guerriers des Pyrénées-Orientales. Donc nous devons servir à leur dire, aimablement, comme ce matin, qu'ils nous aident à ce que soit réouverte à titre exceptionnel la procédure d'examen des demandes d'homologation des unités combattantes, etc., notamment dans l'Aude, une des brigades les plus actives, dans le Gers, la 35e brigade, j'ai montré 15 morts, et les Pyrénées-Orientales. Je passe le 3e point pour rattraper du temps, puisque je suis en train de déborder manifestement. Alors, donc ça a été voté, et nous avons rappelé aux représentants de la région ce matin qu'il fallait maintenant concrétiser. Voilà à quoi nous servons. Alors, on avance si on peut. Voilà, ici, je montre, c'est très confus, malheureusement, parce qu'on a passé de lumière là, mais le monument de gauche qui date, enfin, oui, monument avec une stèle qui date de 2001, il se trouve en Ariège à Caltran, 2001. Le maire de Calzan, socialiste, on peut le dire, hein, ce n'est pas du tout, voilà, c'est qualitatif, le ciel est bleu, il est socialiste, il est social. Le maire de Calzan était heureux que dans sa ville, il y ait marqué ici commence le territoire des maquis espagnols. C'est d'ici qu'est parti le premier bataillon qui est allé libérer Foix, les guerriers espagnols, en 2001.
Mais en 2021, le maire de Foix, qui est, je dois le dire aussi, parce que le ciel est bleu ou il est gris, il est bleu, il est socialiste aussi, le maire de Foix nous a mis cette plaque qui raconte que c'est Superman Marcel Bijard, qui était lieutenant à l'époque, parachuté le 8 août 1944, qui avec ses petits bras a libéré Foix, c'est marqué sur la plaque, je crois, et il a libéré Foix et il a obtenu à lui tout seul la reddition des Allemands. Pas un mot sur les guerrilleros espagnols. Que vergüenza, que vergogne, decía mi abuela catalana. Hein. C'est une honte, j'en tremble quoi, de voir ça, et ça n'est pas possible qu'on crève, tous autant qu'on est là, sans avoir mis cette plaque dehors. Autrefois, on n'aurait pas demandé l'autorisation, on l'aurait pliée. Aujourd'hui, on est obligé de faire différemment. Mais il faut absolument qu'on abatte cette plaque fallacieuse. Alors, je remercie les camarades français et espagnols qui sont venus déjà à 2 reprises manifester à Foix, et sûrement qu'on continuera à manifester à Foix, parce que c'est ignoble de publier des choses aussi fausses que ça. Dire vrai est le devoir de tous. Alors, surtout quand on a un maire qui est un ancien instituteur, quelle honte. Contribuer à la connaissance, c'est corriger les falsifications. On peut dire corriger les fautes quand ce sont des fautes, des erreurs. Quand ce sont des fautes, ces falsifications, il faut aussi élever le ton et dire que ce sont des falsifications. Nous, qui sommes constructifs, avec d'autres associations, nous avons présenté une plaque alternative, avec un texte dans lequel nous avons la générosité de mettre à égalité, parce que c'était les 3 figures, le major anglais Bill Probert, oublié par la maire de Foix, Marcel Bijard, le lieutenant français, et le chef espagnol qui lui conduisait 150 hommes, alors que Bijard il se conduisait à lui et les copains 4 ou 5 qu'ils étaient. D'accord? Donc on a mis cette photo qui nous appartient, l'amicale des guerriers, on a mis un texte qui est généreux, fraternel, comme il se doit, mais il n'y a pas moyen de se faire entendre par cette personne. Voilà, je m'arrête là. Donc nous sommes très mobilisés. Alors, d'autres actes, j'en montre quelques-uns. Je suis heureux de montrer cette photo collector, comme dirait Rodolphe, de Paris 2016, où on voit le porte-drapeau, il est par là, Manuel Benavente, à qui est là, hein, qui en a parlé tout à l'heure. Donc c'est une magnifique cérémonie en 2016 pour la plaque, la 2e plaque pour José Baron, qui est Boulevard Saint-Germain, s'il vous plaît. Et là on a eu quand même, à la 2e fois où on a fait une manifestation, on a eu 2 ministres espagnols qui étaient venus. C'était bien. Après, donc ici, rapidement, donc 3 images qui sont de la même période, c'est 2019, quand nous avons fait l'autobus. Le grand organisateur des voyages révolutionnaires, c'est José González qui est ici, et on a eu la contribution fraternelle de Los Catalanes, et donc voilà, on a des souvenirs avec y compris Luis Martí Bielsa, dont nous saluons la mémoire ici. Là. Donc voilà à quoi ça sert en quelques mots. Je vais terminer en évoquant à nouveau plus en profondeur la figure du général de brigade 2 étoiles sur le béret, donc Luis Fernandez Juan. Je dis ça parce que dans le métro, vous voyez, un truc qui est respectable, je te disais Yvette, respectable, mais les types qui écrivent au fil de la plume au bar du coin, en pensant qu'ils sont vachement importants, puisqu'ils en ont mis 2 pages au lieu d'en mettre 15 lignes, ils écrivent n'importe quoi, et dans ce métro, ils doutent de la véracité du grade de général de Luis Fernandez. Alors que nous, ici, là, vous voyez, il y a un document qu'on a publié il y a longtemps, où c'est le ministère des Armées qui s'adresse au général FFI Luis Fernandez pour lui dire, tenez, ici adjointe, il y a la signification de votre Légion d'honneur. Et aussi pour le général Blasquez, Juan Blasquez. Alors, basta de ces gens qui se servent de l'histoire pour se faire mousser, je le dis comme je le pense, et qui nous nuisent, parce que pendant que nous, on monte et on descend les montagnes pour faire apparaître la vérité, ils écrivent des trucs pernicieux, du genre, non, c'était un général des forces françaises de l'intérieur, il n'était que sergent en Espagne, et alors les généraux de la République française, les Kléber et compagnie, ils n'étaient rien du tout la veille, ils étaient généraux pour être à Valmy ou ailleurs. Donc nous, on doit défendre ça avec force, avec véracité, pas comme des partisans, mais comme des gens sérieux. Donc je le dis avec vigueur. Donc dans ce document, il y a aussi Vicente López Tovar qui est cité, on n'a pas le temps de le voir, il y a Juan Blasquez Arroyo, également avec son béret où il y a 2 étoiles de général de brigade, et ça c'est la plaque qu'on va mettre sur la sépulture lamentable qu'il a le général du côté de Pontoise, inhumé à même la terre, un généreux cyprès à pousser qui fait 4 ou 5 mètres de haut sur sa tombe, hein, enserré entre 2 machins, et il n'y a personne qui y allait à cette tombe, il n'y a que nous qui sommes allés à 2 reprises en voyage. Et donc là, on va y retourner, on fait un grand voyage, je vous racontera José les conditions, et on voudrait avoir du monde, mais on se bat comme des lions
pour que l'Espagne, qui nous aide à financer la réfection de la tombe, je le salue, elle aille plus loin, mais qu'elle nous envoie quand même, avec un ticket de métro ou de RER, qu'elle nous envoie au moins l'ambassadeur. Jusqu'à présent, je n'en ai pas la certitude. Bien, alors, donc, et puis la mairie de Paris, c'est pareil. La mairie de Paris, vous voyez, parmi les décorations qu'il a, chevalier de la Légion d'honneur en 45-46, à titre militaire, pas par une pochette surprise, croix de guerre avec palme, médaille de la résistance française, c'est très recherché, médaille de la ville de Paris, bon, ça c'est moins recherché, mais la sienne médaille, vous voyez, je l'ai reproduite ici, vous ne pouvez pas le lire, mais je vous jure que sur le verso, il y a marqué « Au général Luis Fernandez ». Donc en 77, la mairie de Paris, elle sait qu'il est général, elle le lui met. Ce n'est pas tous les gens qui ont une médaille de la ville de Paris qui sont généraux des FFI. Donc nous, ce qu'on attend, et je le dis avec toute la sympathie affective et amoureuse presque que j'ai avec la ville de Paris, et avec sa mère, Anna Hidalgo, jolie, non, je lui dis, Anne, démerdez-vous pour être représenté à Chartres quand on va y venir, nous, avec la mochila et le camion, enfin le bus, depuis Toulouse ou depuis Barcelone. Il faut que les services, donc comme ça, les élus, il faut qu'ils se mouillent quand il y a des choses comme ça. Parce que nous passerons, et s'il n'y a pas un relais qui est pris par les autorités, voilà. Donc c'est à tout ça que sert l'amicale. J'ai dû largement déborder, mais je dois normalement terminer. Voilà, je termine par l'annonce que le 4 juin à Praiols, 80 ans, je l'ai dit, des premières brigades, 40 ans du monument, c'est secondaire, mais ça compte quand même, parce qu'il en a fallu de la sueur pour faire 40 années de manifestation. Et par ailleurs, nous sommes heureux de vous confirmer que Fernando Martínez López, secrétaire d'État de la Memoria Democrática, il y a 3 jours, par WhatsApp, nous a informé, et on est très heureux, qu'il va venir à Praiols. Et vous voyez que déjà, on avait eu des rapports avec lui, ça c'est le 8 mai, la photo, c'est le 8 mai 2021 à Madrid, au cimetière de Fuencarral, où, sans difficulté, le ministre a bien voulu être pris en photo avec le drapeau de l'amicale des guerriers. Ce qui nous a fait chaud au cœur, ça me paraît normal. Et donc maintenant, dans la continuité, après le passage en octobre à Santa Cruz de Moya, il va venir à Praiols, il sera reçu en triomphe, autant qu'on pourra le soulever, quoi, je veux dire. Mais, et on s'attend à ce qu'il fasse un bon discours, parce que nous avons vu qu'il était au clair. Il faut maintenant que, pour la visite sur la tombe de Luis Fernandez, il faut qu'il se démerde, que le gouvernement espagnol envoie quelqu'un, que l'ambassadeur d'Espagne déplace ses congés s'ils sont déjà prévus, enfin bref, il faut qu'il y ait, on a le droit d'exiger que nos autorités soient au service de ce genre d'action. Alors je pense que c'est la fin, vraiment, je m'excuse auprès de vous, et pour chuter, j'ai mis, comme je le fais quelquefois, non pas les images de Picasso que vous connaissez, mais celles qu'on connaît moins, mais certains d'entre vous l'ont déjà vues, qui se trouvent aussi au Museo Reina Sofía de Madrid, mais qui est moins connu, hein, donc qui est monument aux Espagnols morts pour la France, signé Picasso. Je vous remercie, pardonnez-moi d'avoir dépassé. Bon, Henri, c'était magnifique, mais vous avez vu, il est long, hein. C'est difficile de l'arrêter, hein. Mais c'est toujours... mais c'est un grand monsieur. Bon, je vais maintenant faire monter José Jorge. Il est où? José, là. Il est là. Viens. José Jorge, qui est le docteur et professeur à l'Université de Valencia, président de la Gavia Verde et directeur de la revue El Gaviero, et aussi coordinateur du concours littéraire Dulce Chacón. C'est ça, hein? Bueno. José. Tu veux le numéro du micro et después? Tu veux un petit? Si. Allez. Non, ça c'est pour faire avancer. Tu veux me mettre un pied? Bueno, mientras solucionan una petición mía del micro, no hay ningún fallo, dar las gracias a la organización, en concreto pues a la asociación, a la amical de los Pirineos Orientales y también al Ayuntamiento de Le Boulot por organizar estas jornadas. La Gavilla Verde hemos venido una representación bastante numerosa y estamos muy contentos de estar aquí. ¿Se oye? Sí.
Gracias, Raimon. Precisamente iba a agradecerte a ti también, Raimon, todas las gestiones que nos has facilitado para poder estar hoy aquí. Bueno, yo tengo que hablar de la Gavilla Verde, de las actividades que realizamos y contaros un poco pues, todo esto. En 10-15 minutos es complicado, pero voy a intentar sintetizarlo para que de alguna manera pues, tengáis una idea general. A la Gavilla Verde se nos conoce fundamentalmente por la memoria histórica y sobre todo por la memoria histórica porque organizamos... ¿ya? Bien, vamos a ver. Se ve. Muy bien, la Gavilla Verde se fundó en 1998, como veis ahí, y bueno, aparte de la memoria histórica, como os estamos diciendo, también hemos realizado muchas actividades. Voy a enumerar unas cuantas para que veáis un poco de todas estas actividades. Vale. Santa Cruz de Moya, que es donde estamos la sede de la Gavilla Verde, aunque es una asociación estatal, nuestra sede la tenemos en Santa Cruz de Moya. No sé si me va a ir el vídeo, esto era un pequeño vídeo a vista de dron, le doy a... no se ve, vale. Bueno, pues os lo cuento. Podéis ver ahí un poco ¿no hay puntero? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se va? A ver. ¿A puntero? No. ¿El medio? Sí. No sale. No se ve, No sale. Bueno, da igual. Lo pasamos. Veis un poco la imagen. Tenemos toda la zona del Jabalabre al fondo y luego cómo se continúa con las sierras de Valencia, Castellón, etcétera. Toda esa zona fue una zona montañosa donde hubo mucho movimiento guerrillero, como ahora luego os iré explicando. Y aquí en primera línea tenemos el campamento, el monumento a los guerrilleros españoles, que ahora os contaré un poco cómo se gestó la colocación en este lugar. Vale, nuestra misión, fundamentalmente, nuestros objetivos en un principio eran luchar por el desarrollo social y sostenible del mundo rural, de las montañas, por el entorno en el que nos constituimos. Luchamos también contra el deterioro de la serranía, lo hemos querido reflejar con este artículo que hay aquí, una nevera vieja que la han abandonado en cualquier sitio. Bueno, pues esto representa un poco nuestra lucha contra ese deterioro de las serranías, de las zonas montañosas en Cuenca. También luchamos, que va todo aparejado, contra la despoblación de los pueblos de montaña. Como sabéis, pues, ha habido desde hace ya unos cuantos años pues, un vaciamiento de estos pueblos, no ha habido políticas que facilitaran el mantenimiento de la gente joven en los pueblos y bueno, la Gavilla Verde ha favorecido, ya ha promocionado, no hay tiempo para explicar más, todos estos tipos de actividades que han intentado de alguna manera pues, bueno, estabilizar esas poblaciones. Para conseguir estos objetivos creamos un proyecto que titulamos Sierra en Libertad, que es un proyecto alternativo de desarrollo en el que conjugamos 3 patrimonios, que muy resumidamente os planteo aquí. El patrimonio humano, con todo lo que es las posibilidades de conocimiento que las gentes de las montañas y de las comarcas de la serranía tienen, y hemos intentado recuperarlo y que no se pierda. También el patrimonio natural, pues con el aprovechamiento de todos los recursos naturales que tenemos en la serranía baja de Cuenca. Y por otro lado el histórico, que es el que más se ha desarrollado, que es a través del cual hemos generado mucho conocimiento y hemos recuperado memoria histórica. Una de nuestras cuestiones más importantes ha sido precisamente esa recuperación de la memoria histórica. Y para eso hemos realizado una serie de acciones y proyectos. Voy muy sintético para poder llegar a los 15 minutos. Acciones y proyectos que hemos desarrollado. Primero,
así de forma general, hemos organizado desde el año 2000 pues unas jornadas del maquis. Y digo el año 2000 porque en España, en el año 2000, jornadas de este tipo de recuperación de memoria histórica había muy pocas. De alguna manera, no quiero ser prepotente, pero sí que la Gavilla Verde fue pionera en la implantación de esta recuperación de la memoria histórica a través de estas jornadas. Y también hemos desarrollado, bueno, aquí tenéis las, a ver si consigo, sí, el cartel de las primeras jornadas y el cartel de las últimas jornadas. Entre medio han pasado 22 años. También hemos realizado el Día del Homenaje todos los años, el primer domingo de octubre. Aquí tenéis el primero, que se realizó en el año 1989, y a la derecha está el último, que lo hicimos el año pasado, que suponía la edición 33. Vale. Campañas medioambientales, pues hemos luchado contra el deterioro del territorio, pues haciendo campañas como, por ejemplo, a la explotación excesiva de los recursos naturales, no a las minas, no a los cerramientos cinegéticos. Nosotros, que hemos caminado mucho por las montañas del territorio este de Santa Cruz de Moya, nos hemos encontrado que de repente un año había un cerramiento cinegético porque una serie de personas tenían un coto privado y querían usarlo para ellos en exclusiva. Tuvimos una lucha importante a nivel de juicios, y al final conseguimos, pues bueno, que se respetaran los caminos y las sendas que toda la vida habían utilizado las personas que nos han previamente han trabajado en todo esto. Y luego otra campaña importante fue la campaña de no vender las tierras. Vino una persona, quería comprar las tierras del monte, que la gente no las usaba para nada, les daban muy poco dinero y las vendían. Entonces intentamos que todo eso se vendiera al Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya y fuera el depositario de esas tierras. Hemos realizado un inventario de recursos naturales, hemos recuperado la memoria local con una serie de actividades, hemos recuperado la cultura local también con una serie de actividades, y luego también nos hemos coordinado con asociaciones de otras naciones, como por ejemplo pues el tema de Playols, el intercambio que tenemos con Playols y otras zonas. Por citar una cosa interesante, tuvimos la presencia durante unos meses de alumnos Erasmus rurales, por decirlo de alguna manera, de la Universidad de Constanza en Alemania. Y entonces, bueno, participaron con nosotros de las actividades de la Gavilla Verde y convivieron con la gente de Santa Cruz. Hemos realizado también una labor muy importante, al hilo de lo que decía Raúl Valls, de los senderos, que los senderos pues, los senderos que recuperamos nosotros son por donde iban los guerrilleros, y aquí en Santa Cruz de Moya hemos delimitado 3 senderos locales: el Sendero del Agua, el Sendero de Higueruelas y el Sendero de Cerro Moreno. Bien, estos los tenemos localizados, señalizados, pero aparte también hicimos trabajos de senderos desde la zona de Santa Cruz de Moya hasta la frontera con Francia, pasando por toda la provincia de Castellón y posteriormente por Aragón. Y entonces estamos trabajando en todo este tipo de actividades. En la próxima participación van a explicar con más detalle todo lo que queremos hacer en un futuro inmediato, si conseguimos una ayuda de Europa, para realizar una ampliación de todo el tema este de senderos. Y además también queremos llevarlos a los institutos y a los colegios para que los niños y alumnos de estos institutos conozcan todo esto. Tenemos un centro de documentación que a lo largo de nuestras actividades que hemos realizado en estos 22 años que llevamos como Gavilla Verde y 33 como homenaje al guerrillero, se ha generado mucha documentación, y aparte ha habido mucha donación por parte de asociaciones memorialísticas y también por parte de particulares. Tenemos una donación muy importante, que es 1/3 del archivo de Lister, que lo estamos poniendo en valor para ponerlo a disposición de investigadores y estudiosos. Y bueno, hemos realizado también muchas entrevistas durante bastantes años, cuando aún vivían, personajes que fueron protagonistas en el tema de la guerrilla. Y ahora, bueno, las tenemos digitalizadas. En este sentido, pues lo que habría que hacer es
una unificación de criterios y de colaboración entre distintas asociaciones, por ejemplo, para el tema de senderos, para abarcar todos los senderos que hubo desde Pirineos hasta la parte interior. Y entonces sumar esfuerzos para conseguir, de alguna manera, pues, lograr el objetivo de ponerlos en valor, como antes comentaba Raúl, y como están haciendo también otras asociaciones de Andalucía, etc. Tenemos una oficina de desaparecidos muy importante, porque aquí ha trabajado de manera fundamental una persona, una víctima también de la represión, que es Adolfo Pastor, y que fue víctima porque desde pequeño, cuando era pequeño, pues a su padre se lo llevaron por apoyar a la guerrilla y lo fusilaron en Villar del Arzobispo, y la familia nunca supo nada, hasta que finalmente Adolfo se puso a investigar, Adolfo Pastor, que muchos de aquí lo conocéis, se puso a investigar y localizó que los restos de su padre estaban en el cementerio de Villar del Arzobispo. Intentó recuperarlos, pero no había nada